Salut les amis! Alors, troisième quart de finale de ce petit tournoi avec Max. Ce coup-ci, on retrouve Isamaru contre Niv-Mizzet Reborn. Alors, on avait déjà eu un autre mono blanc dans ce top 16, c'était Talia, qui avait perdu à ma grande surprise face à Amiatu. Quelques petits contres très rapides dès le début ont eu raison de lui. Donc, du coup, Talia, s'il n'est pas là dès le début face à un Amiatu, il a tellement appris de cartes de gestion que c'est très facile, enfin très facile, c'est beaucoup plus facile pour lui. Isamaru, c'est pas forcément meilleur ou moins bon, c'est pas forcément plus aggro non plus, mais il a l'assurance d'avoir toujours une créature 2-2 au premier tour pour pouvoir mettre la pression. On va dire le seul défaut par rapport par exemple à un Kaiser, il n'y a pas de blast pour pouvoir empêcher les créatures en face de bloquer. Mais c'est un deck qui a pas mal de cartes stacks, un peu comme le Taya, et qui a l'énorme avantage de pouvoir switcher son général entre deux parties d'une même ronde. Donc je ne sais pas si vous connaissez la règle, depuis 2016, il me semble que c'est apparu. Entre deux parties d'une ronde, on peut switcher donc le général si l'autre commandant en fait partage l'identité de couleur du général. Du coup, là, on peut forcément mettre n'importe quelle créature légendaire en blanc. Donc on peut avoir Kitéon, on peut avoir Talia, bien sûr, Grimace face à une autre créature, donc très très fort. En face, on a un Niv-Mizzet Reborn, un deck très fort, mais surtout extrêmement cher. C'est sans nul doute un des 3-4 decks les plus chers de tout Magic en Duel Commander. Rien qu'à cause de la base mana, 10 Biland, 10 Ravland, 10 Fetchland, 10 Trio, enfin 5 trios, mais bientôt les 5 nouveaux qui vont arriver. Enfin, je ne sais pas si on les inclura, mais voilà, c'est un deck qui coûte extrêmement cher, que ce soit au niveau de la base de mana qu'au niveau des cartes, surtout que moi j'ai inclus Mot, parce que c'est une carte qui est très forte et qui va vraiment bien en synergie avec le général. Mais voilà, c'est un deck qui peut facilement dépasser les 3000 €. Donc même si Isamaru c'est pas non plus un deck budget, c'est quand même un des decks les moins chers du format, tout en étant très compétitif. Donc bien sûr, il a commencé avec un Isamaru. Allez, un fetch. Donc il joue les fetch parce qu'il a la grange idyllique qui permet de mettre un marqueur +1/+1 sur une de ses créatures, pardon, et qui permet aussi d'épurer un petit peu le deck. Allez, donc tour 2, il m'attaque avec Isamaru, il pose un martyr vigilant et une donneuse de runes. Donc un départ assez fulgurant. Mais moi après il suffit que j'ai une Vrasse ou un sort un petit peu de ce style, ça va être pas mal. Sachant que moi je ne joue que le verdict divin en Vrasse. Et après il y a bien sûr un autre qui coûte 3 d'invoque qui permet d'infliger 3 blessures à chaque créature ou de faire gagner le lien de vie à une de nos créatures. Et enfin pour 4 d'invoque, un sort qui permet que toutes les créatures s'infligent leur force. Allez, je vais faire un charme de disette de suite sur la donneuse de runes, bien sûr qui est protégé par le martyr vigilant. J'ai beaucoup de blast direct comme ça ou de dégâts directs, donc je suis obligé de gérer très rapidement en fait, les créatures qui peuvent se régénérer ou qui peuvent se protéger. Il pose une frontière tectonique qui risque d'être très fort plus tard dans la partie, avant que j'ai mes 5 mana pour pouvoir poser Niv-Mizzet. Il profite que je sois les terrains engagés pour pouvoir poser le Gideon Lame Noire. À son tour, ce sera donc une créature 4/4 indestructible, donc très fort contre moi. Allez, je vais poser un Jardin du Temple engagé. On va essayer de... Ah oui, l'autre problème de Niv-Mizzet aussi, donc bien sûr, c'est tous les terrains. Donc face à un deck mono rouge, par exemple, qui pose Blue Moon, c'est très difficile. Mais il y a aussi beaucoup de terrains qui vont arriver engagés, comme, comme tout ce qui est Ravland, tout ce qui est Triome. Et donc ça coûte pas mal de points de vie à chaque fois. Donc là, il m'attaque, je prends 6 du coup, avec Gideon et Isamaru. Je suis déjà à 10, alors j'ai que 3 terrains sur la table. Ça va très vite. Il ne fait rien, donc je me doute bien qu'il a une créature flash. À quel d'évoque l'ange de la restauration par exemple, qui permettra en plus de se sauver une créature si j'en tue une. Donc là, le plan va pas être de tuer la mère des runes, enfin la deuxième rune, pardon, ni Isamaru, parce qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'il puisse les protéger. Mais on va plutôt essayer de tuer Gideon, qui pour l'instant est un Planeswalker, et un peu moins de protection dans son deck pour les Planeswalkers, je pense. Et je vais poser du coup un cachet d'ésotérisme. Donc j'ai 3 d'or qui me semble, un noble, un ignoble hiérarche, un bird, et donc du coup le cachet pour faire un peu de mana
au cas où si tu vois, il y a une Blood Moon, et puis bien sûr pour accélérer un petit peu le deck. Et malgré tout, en général, quand on vous pose Blood Moon, la partie, elle est finie. Et du coup, pour 3 invoques, j'ai fait une justification pour me débarrasser du Gideon. C'est une fin de tour pour moi. Et non, il voulait peut-être garder son mana. Non, c'est surtout qu'il veut pas voir arriver. Il veut pas voir arriver Niv-Mizzet au prochain tour. Donc très bien, il pose un fetch. De suite, il l'utilise donc pour chercher une grange idyllique. Il met un marqueur +1/+1 sur Isamaru. Pose un pince-crâne. Et là, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'on le pose sur Isamaru pour faire un peu plus de points de dégâts? Est-ce qu'on le pose sur la donneuse de rune parce que c'est forcément elle qui va devoir être tuée en premier? Donc je pense que c'est une bonne. Ouais, je pense qu'il a une bonne idée de le poser plutôt sur la donneuse, quitte à faire un peu moins de points de dégâts, mais piocher plus de cartes plus tard. Et enfin, pour 2 mana, après la phase d'attaque, il pose une agente chasseuse de primes. Là, poser Niv-Mizzet Reborn, ça servirait pas à grand chose de toute façon. On va faire un serment de Kaya, on va coller 3 et gagner 3. Elle ne peut pas se protéger elle-même, il va juste donner la protection à une de ses créatures en réponse. Il pioche 2 cartes. Là, il faudrait que je top deck Lavras, ça serait une bonne chose. Du coup, il va équiper la chasseuse avec le pince-crâne. Il m'attaque avec les 2 créatures. Je prends 6. Allez, vigilance, la chasseuse. Là, il n'a aucune raison de poser d'autres créatures, je pense. Ah, si, voilà, celle-ci, parce qu'il peut forcément augmenter de 2 un de mes sorts si j'avais une Vrasse en main. Alors, j'ai une action d'évitement, donc c'est un contre-sort. Électrolyse. Alors je pense que c'est l'électrolyse à dégager parce que l'électrolyse va permettre de tuer l'entrave sordide qui vient de poser. Ça permettrait aussi de tuer la chasseuse. Donc elle est exilée, elle coûtera 2 de plus si je veux la jouer. Et du coup, si je la joue, j'ai plus assez de mana pour pouvoir ensuite gérer Isamaru. Donc très bon play. Donc ma seule solution là, c'est de faire l'itération expressive, mais je vous cache pas que je sais même pas ce que j'allais chercher, parce que je vois pas quelle carte pouvait me sauver. Si, alors il y a le verdict divin, mais j'ai pas assez de mana. Il y a un terrain, mais c'est un Ravland, donc il me ferait 2 points de dégâts en arrivant en jeu. Et il y a un Dork, et je peux rien faire. Voilà, bon, première partie assez expéditive. Il a eu un départ normal, mais pas non plus ultra agressif. On a connu pire. Du coup, il a switché avec Kitéon. Vu que j'ai très peu de créatures, c'est une très bonne idée. Il pourra se transformer en Gideon et même devenir indestructible. Donc moi, bien sûr, je suis allé chercher un Triome de Rograin avec mon fetch. Alors, les fetch premier tour, c'est magique pour chercher un Triome et faire plein de couleurs différentes. Après, c'est un deck qui est compliqué à jouer en tournoi parce qu'on est tout le temps en train d'aller chercher des terrains. On perd beaucoup de temps sur la recherche de terrain. Il ne faut pas se tromper dans les couleurs, il faut bien arriver à 5 couleurs différentes. Donc voilà. Oh, il pose un JT. Il ne peut pas m'attaquer du coup parce que j'ai une 1-1 contact mortel. Il va attendre un petit peu. Donc très fort du coup le Sinistrastrix contre un deck créature. Allez, je pose une brousse. C'est une fin de tour pour moi. Alors, il n'y a pas trop intérêt à équiper là. Non. Oh, ça lui fait perdre 2 tours. Hein. Il équipe, il attaque. Ouais. Pince crâne. Alors, est-ce que ça se contre? J'ai une carte qui permet de gérer les artefacts en main. Là par contre c'est protection contre le noir, il va pouvoir équiper JT dessus et ensuite il se faire plaisir. Donc là par contre je peux pas le laisser passer. Ma plupart de mes anti-créatures ensuite sont noires ou rouges. Je crois que j'ai que le retour au pays dans le deck qui permet de tuer une créature en protection du rouge. Du coup je préfère faire une fuite de mana, même si ça peut paraître étrange de faire une fuite de mana sur une vulgaire créature 1-1. Le fait qu'elle soit protection contre le noir, je ne pouvais pas bloquer avec mon Sinistrastrix, il pourrait équiper avec JT. Voilà.
Donc là, je pose un tombeau luxuriant, donc comme je vous disais, voilà, il me fait perdre 2 points de vie. Face à un deck ultra aggro, c'est toujours délicat de poser ce genre de terrain dégagé. Mais voilà, on a besoin de lancer ces sorts. On a beaucoup de Planeswalker à 4. En l'occurrence, ici, c'est Ajani. Alors, c'est pas trop grave voilà, de perdre des points de vie sur les terrains parce qu'on en gagne beaucoup. Il y a beaucoup de cartes pour gagner des points de vie. Là, du coup, je fais un -2. Je fais 3 points de dégâts sur Kitéon. Je repasse à 20. Je peux même me permettre d'attaquer parce que dans le mono blanc, je pense pas qu'il y ait de créature sévérité. Il repose Kitéon. Alors, il est allé tellement vite que j'ai pas compris son play. En fait, il a posé Kitéon pour 3. Il a payé 1 pour l'équiper avec le pince-crâne. Et donc forcément, de suite, il pioche 2 cartes. Donc s'il fait ça, c'est je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions en main pour lutter face à Ajani et au petit Sinistratrix. Donc il est sûrement aller chercher une carte de gestion. Allez, moi je vais faire un +1, je vais lui bloquer un terrain. Il restera engagé à sa phase de dégagement. Du coup, ça m'assure en plus un blast gratuit encore une fois avec Ajani. Je lui en mets un. Alors c'est très très lent, c'est bien. J'ai pas eu mon 5e terrain, mais c'est pas grave. J'ai la gestion sur le board et j'ai la gestion en main. Il pose une épopée d'Urza. Alors là, il y a déjà pince-crâne sur la table. Il reste peut-être une Mox dans son deck. Donc du coup, rien de vraiment inquiétant, je pense. Je connais pas par cœur sa liste. D'ailleurs, bien sûr, comme d'habitude, les 2 decklists sont dans la description. Et pareil, les 2 tapis que vous voyez ici sont toujours à gagner quand on est membre de la chaîne, quand on est soutien. Comme petit abonnement, donc par mois c'est 2 ou 3 euros suivant l'abonnement que vous prenez. Une fois par mois, je fais gagner par tirage au sort parmi les membres un tapis de votre choix. Allez, il ne fait rien à son tour, du coup fin de tour, moi je fais un putréfié, je casse ce pince-crâne. S'il équipe une de ses créatures, il va pouvoir à nouveau piocher des cartes si je les tue, donc je préfère m'en débarrasser. Il a hésité du coup à faire quelque chose à la fin de mon tour, donc je suppose que là ce coup-ci, il a vraiment l'ange 3-4 flash. Mais je pense qu'il préfère attendre, il y a peut-être encore d'autres cartes de gestion. Donc toujours +1 de Ajani, je vais bloquer sa plaine. Et là du coup, je me doute bien que s'il n'a rien fait, il a forcément une créature flash, donc on va peut-être garder le Sinistratrix en défense. Il a peut-être le Cérébro Censeur à main ou l'Ange de Restauration. Et voilà, donc c'était bien l'Ange de Restauration. Donc j'ai bien fait de garder mon Sinistratrix. Alors là, j'hésite à le tuer, parce que j'ai de quoi le tuer. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il gaspille en fait 2 mana pour pouvoir équiper Exité et à ce moment-là tuer. Voilà. Après, c'était très risqué parce que s'il a une mantra de respect ou une carte comme ça qui le protège d'une couleur, mais ça ne marchera pas, mon blast. Mais je voulais pas me mettre full tap pendant mon tour et que lui, du coup, libre choix de faire un Armageddon, un truc comme ça. Même si là, je crois que même s'il faisait Armageddon, je pense que c'était pas top pour lui. Mais il aurait pu faire, je sais pas, un Cataclysme. Je sais pas s'il joue Cataclysme dans sa liste. De plus en plus de mono blanc jouent Cataclysme. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Parce qu'on a que des petites créatures en général. Donc, si on laisse l'adversaire une grosse créature, c'est pas top. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le jouent. Du coup, il pose une mer des runes. Du coup, il me dérange pas parce que j'ai toujours moi le Ajani sur la table. Et c'est une fin de tour. Hey, je crois qu'il a Armageddon enfin, l'Armageddon de Portal là. Oui, c'est ça, ouais, il l'a remis. Ouais. Du coup, fin de tour, je vais faire 4 blessures sur l'ange de la restauration. Je suis à 24. Face à un deck créature, être à 24 points de vie au tour 6 ou 7, c'est génial. Pour moi. Forcément, pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Autant la première partie, ça a été une démonstration, autant là, il subit le deck contrôle. Alors bien sûr, je tue la mer des runes, je regagne à nouveau 3 points de vie. Ouais, je passe à 27. Allez, je peux me permettre de poser la fontaine sacrée dégagée. Et là, logiquement, j'ai toutes les couleurs pour faire Niv-Mizzet Reborn. Et me refaire une main entière. Alors, parfois, on pioche que 2-3 cartes. Et parfois, c'est 6-7 cartes. Et bien là, en l'occurrence, c'est juste 2 cartes. Mais pas des moindres. C'est quand même une terminaison et un Kitchen Things, un fourbe de cuisine. Donc, encore une fois, fourbe de cuisine qui permet de gagner 2 puis à nouveau 2 points de vie.
Donc ça me met un petit peu tranquille face à l'agression. Fin de tour, Max il crée une créature construction avec l'épopée d'Urza. Il pioche, troisième marqueur sur l'épopée, il prend un mana, il va chercher un artefact. Alors du coup, bah, je pense que ah oui, oui c'est vrai, il jouait Ombre Lance lui aussi. Je pensais qu'il restait plus que la Mox à 1 ou 0, et en fait il joue Ombre Lance. Oh. Et puis en plus avec le mana qui lui restait, donc du coup de l'épopée, il pose une épée d'eau et de feu. Donc je rappelle que l'épopée, avant qu'elle casse, on peut s'en servir encore une dernière fois, soit pour faire la mana, soit pour refaire un autre jeu de construction pardon. Et donc là l'épée c'est très fort parce que du coup elle est protection contre le bleu et le rouge, et surtout contre le rouge. Du coup il met 6 points de dégâts, parce que le jeton construction est quand même 4-4, et qui a quand même un plus 2 avec l'épée. Et en plus il peut infliger 2 blessures ensuite sur n'importe quelle cible, donc il me cible bien sûr Ajani, et il pioche une carte. Donc très joli coup, très beau retournement de situation. Je vais poser un lac de montagne bouillant. Mais avec un tour, il va pouvoir équiper Ombre Lance et du coup regagner des points de vie. Et puis pareil, JT aussi, il va pouvoir être tranquille. Protection contre le bleu et le rouge. Du coup, je peux ni bloquer avec Niv-Mizzet, ni bloquer avec le Sinistre Astrix. Donc, il faut que je trouve rapidement une solution. Allez, je vais fetcher mon lac de montagne bouillant. Je vais chercher une île volcanique. J'ai 6 mana, donc j'ai quand même de quoi faire pas mal de choses. Oh oui, terrible. Alors ça, c'était la carte qu'il fallait. Sauvagerie Tangrate. Il sacrifie une créature. Et malheureusement pour lui, il n'avait qu'une seule créature à ce moment-là. Et là, du coup, j'ai porte ouverte là. Il prend 7, il passe à 10. Allez, un coptère de contrebandier. Il ne peut pas l'équiper parce que c'est pas une créature. Alors qu'il pose des bêtes. Un sauveur dévoué. Une grange idyllique. Du coup, il va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur le sauveur, je suppose. Voilà. Il faudrait qu'il pose une seconde bête. Voilà, agente chasseuse de primes. Là, j'ai pioché tellement de cartes. Enfin, j'ai pioché 2 cartes de plus que lui déjà, et puis quand même 6 à gérer pour lui, c'est quand même assez difficile. Feu sacré, je tue le sauveur dévoué, j'ai pas envie qu'il se protège les créatures à mon tour. Il a sacrifié en réponse pour pas que je gagne 2 points de vie. Là, j'ai le coptère à gérer. Il va pouvoir le rendre volant pour pouvoir bloquer Niv-Mizzet Reborn. Mais c'est toujours compliqué de trouver les bons manas pour pouvoir lancer plusieurs sorts sans se tromper. Du coup, pour un blanc, un rouge et 2 incolores, j'ai posé Bruce Tarl. Alors là, il a failli abandonner, mais il s'est rappelé qu'il pouvait quand même, encore une fois, protéger une attaque avec le coptère. Il active le coptère, moi en réponse, je fais une terminate dessus, et il prend 12, je gagne 12. Voilà. Donc ouais, franchement, j'ai pas pioché le sacrifice de créature, j'étais quand même pas bien. Mais voilà, après, en dehors de ça, c'est vrai que le deck est très très fort si on n'a pas une menace très rapide. Allez, troisième et dernière partie. Oh, un gros commencement avec une sentinelle d'Esper qui arrive tour 1. Il a switché bien entendu avec Talia. Enfin, je dis bien entendu, moi c'est le choix que j'aurais fait, il l'a fait aussi. Et je pense que c'est un très très bon choix. Le fait qu'il commence, je crois que j'ai aucun contre à un invoque. Donc c'est vraiment parfait pour lui. Là du coup tous mes sorts augmentent de 1. Et en plus le premier sort que je vais jouer
augmente de 1, sinon il pioche une carte. Allez, je pose un maillot, je pose un ignoble hiérarche, donc heureusement ça va un peu compenser la taxe que me donne Talia. Oh, il pose un port Ishadan, encore une fois pour essayer de me taxer au maximum. Allez, il va continuer à mettre la pression, 3 points de dégâts. À l'entretien, il veut me taper mon Triome. Et là, j'hésite en fait. Soit je m'en sers pour pouvoir justement utiliser un blast. Et en effet, oui, je m'en sers. Je prends un rouge. Il faut que je me débarrasse de Talia. Alors, il faut que je calcule juste bien, mais que mon blast va me coûter 1 de plus, voire 2 de plus si je veux ne pas qu'il pioche. Donc je vais juste lancer feu glace, donc la partie feu, qui inflige 2 blessures réparties comme on veut. Je ne paye pas un supplémentaire pour la sentinelle, par contre je paye 1 de plus bien sûr pour Talia. Et là je reviens de loin, parce que je me débarrasse de 2 créatures. Alors oui, lui il a pioché une carte, mais je me suis débarrassé de Talia. Il a limite perdu un tour à m'engager mon terrain. Et moi je pose un terrain derrière, donc je suis déjà à 4 terrains sur la table. Il est presque contraint de garder son port échatant pour me taper un land au prochain tour et m'empêcher de poser Niv-Mizzet Reborn trop tôt dans la partie. Et bien décidément, encore l'épopée d'Urza. Ce coup-ci qui ira logiquement chercher Pince-Crâne, je pense. Et même partie, champion de Ryok. Alors là, ce coup-ci, je suis quasiment full tap, je peux pas faire grand-chose. 20 tours, je vais fetcher, je vais encore chercher un Triome. Ils sont magnifiques ces terrains. Et là bientôt, il me semble que la prochaine extension, il va y avoir encore 5 nouveaux terrains comme ça qui font 3 couleurs. Donc à mon entretien, voilà, je vous le disais, il a bien sûr engagé mon Triome pour éviter que je pose Niv-Mizzet Reborn trop tôt. Du coup, moi je pose un terrain de prédilection engagé et je fais une justification sur son terrain. Donc seulement je vais un peu le ralentir, éviter qu'il repose Tia trop tôt et surtout éviter qu'il repose, qu'il aille chercher un pince-crâne ou qu'il pose un jeton construction aussi d'ailleurs. Il m'attaque toujours avec la championne Oriok. Il essaie de me ralentir en faisant absence imprévue, en me remontant mon dork sur le dessus de la bibliothèque. À mon entretien, toujours, il va me bloquer un terrain, donc le Triome, bien sûr. Je repioche mon dork. Mais j'avais encore un terrain en main. Le deck joue 43 terrains, donc en général, niveau terrain, on est tranquille. Et je pose Ajani très très bien. Et je vais enfin pouvoir me débarrasser de son port riche Adam. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, hop, Niv-Mizzet Reborn sera logiquement sur table. Allez, une entrave sordide, et bien décidément les mêmes cartes que la première. J'ai une pulsation de Maelstrom, un Dork et encore un terrain, une City Brass. Donc bien sûr, c'est la pulsation du Maelstrom qui est exilée, qui coûtera 2 de plus si je veux la jouer. Il va logiquement mettre un point de dégâts sur Ajani avec la championne Oriok. Hop, ça passe à 3. Oui, d'ailleurs, il a gagné un point de vie quand il a posé sa créature. Bon, c'est pas trop important parce que moi, en général, quand je tue après en 3 gros coups de Niv. Juder, il fait un don du forge-acier. Chercher l'épée d'eau et de feu, qui est le meilleur choix qu'il pouvait faire. JT, c'était trop lent, je pense. Pince-crâne, si je tue ces créatures, ça peut être pas mal. Mais l'épée, elle m'a tellement fait mal au début, si j'ai pas eu le truc de sacrifice, je serais mort. Donc ouais, il a eu bien fait de faire ça. Allez, du coup, pour 5, je vais poser à nouveau Niv-Mizzet, enfin à nouveau. Pour la première fois dans la partie, dans cette ronde-là. Hop, Général Pharos Rokirik, oula, Charme d'Izette, Verdict de Gérard, Mépris sur le tyran, une électrolyse, et Oko, et Feu Sacré. Alors là, quand on fait un Niv-Mizzet comme ça, il y a juste 2 cartes bleues et rouges qu'il faut que je choisisse, quand je peux en prendre une seule des deux. Le Charme d'Izette, il colle 2 points, l'électrolyse, il colle 2 points. 2 points répartis comme on veut, c'est quand même mieux, et en plus on pioche une carte. Donc je mets tout le reste dessous. Et là il contemple tout ce que j'ai chopé. Rien que Oko va pouvoir me permettre de gérer son petit 1-1 qu'il est depuis tout à l'heure, me fait des petits picous là, champion de Ryok.
verdict sur Gérard, je vais pouvoir me débarrasser de ces 2 cartes en main. Et en combinaison avec le Gérald Ferros Rockerick, je vais pouvoir peupler le terrain de créatures 4-4 golem. Ça va être très difficile pour lui. Avec Ajani, je vais pouvoir me débarrasser de sa créature 3-1 volante. En plus, je pose mon ignoble hiérarche qui va permettre ce tour-ci de bloquer la championne Oriok si l'équipe de l'épée d'eau et de feu. Donc il ne pourra pas m'achever Ajani encore une fois. Ah, il ne peut rien faire. Moi, quand on fait un tel Niv Mizzet, c'est hallucinant. Il y avait 7 ou 8 cartes à prendre. Alors autant, tout à l'heure j'ai fait un Niv Mizzet où il n'y avait que 2 cartes à prendre, mais alors là, un tel carte advantage, c'est horrible. Là voilà, il comprend que si l'équipe l'épée, je vais bloquer avec l'ignoble hiérarche, donc ça fera aucun point de dégâts. Moderne, je vais poser le Gérald Ferros Rockerick. Je vais faire un verdict de Gérard, je vais défausser sa main, poser une 4-4 golem. Pas la peine de continuer. Voilà, là c'était, il n'avait pas grand chose en main, il avait juste voilà, donc son épée, un copter et la canoniste. Et bien voilà, et bien c'est pas du 100% victoire pour Niv Mizzet Reborn parce que voilà, si j'ai pas eu le sacrifice à la seconde partie, c'était mort pour moi. Mais là, un Niv Mizzet Reborn qui pioche autant de cartes, c'est très difficile ensuite de revenir. Bien, merci d'avoir regardé cette partie. La prochaine partie, bien sûr, c'est vendredi. Ce sera Octavia contre Amiatu. 2 decks contrôle. Alors, je vous cache pas que c'est moi qui joue Octavia, je le maîtrise pas trop, mais je vais essayer de faire au mieux. Comme d'habitude, je remercie énormément tous les membres qui me soutiennent. Et je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Et on se dit à vendredi. Bye bye.